Ça y est, l'enregistrement est démarré. Oui, on est démarré, regarde. Voilà, continue. Voilà. Bien, donc bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier santé numéro 25 du samedi 27 janvier 2018. Nous allons parler aujourd'hui… Attends une seconde, parce que là, sous l'écran, on a l'atelier 24. 24, pardon, excusez-moi, Voilà, c'est 24, pour ça. autant pour moi. J'avais hésité à verser avec entre le 24 et le 25. Finalement, j'ai décidé de conserver l'ordre chronologique des différents ateliers. Donc, on va parler du système glandulaire. Donc, les ateliers sont abordés sur le plan de l'embryologie et de l'anatomie, mais vus sous l'angle des nanoparticules, des champs magnétiques et gravitationnels, des GANS, c'est-à-dire le gaz à l'état nanosolide, ou des plasmas. Le corps n'est plus étudié par conséquent dans son état moléculaire ou de matière habituelle. Normalement, en technologie cache, nous étudions le corps avant sa constitution matière, c'est-à-dire celle des champs magnétiques gravitationnels qui précèdent l'état atomique moléculaire. Alors, dans un premier temps, on va déjà un petit peu rappeler les organes des sens qui permettent de faire le lien entre le corps humain et son environnement, puisque nous verrons tout au long de la technologie cache que l'environnement dans lequel évolue le corps humain ou n'importe quelle entité permet de comprendre l'échange entre les champs magnétiques extérieurs et les champs magnétiques gravitationnels de l'entité, que ce soit un corps humain, une plante ou un animal. Donc les 4 organes des sens, on a donc les yeux, le toucher, le goût, l'audition. Si maintenant on étudie la perception avec la notion de feedback. Tout système de perception possède son feedback, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas médecins, on va donc le rappeler, on prend par exemple la perception d'une banane avec sa peau comme enveloppe, qui est perçue par, donc, on a pris ici d'un animal, le singe, qui a l'habitude de manger des bananes, et qui se rappelle que la peau de banane peut être un obstacle et que ça peut créer un danger de glissade. Donc, il y a un risque de glissade. Et donc, l'animal va donc entamer une action à une certaine vitesse, mais comme il a perçu un danger, il va donc mettre une action en retour, qu'on appelle le feedback, pour modérer la vitesse à laquelle il va aller chercher sa banane. Donc le système d'intégration va comparer l'ensemble de toutes les perceptions antérieures qui ont été mémorisées avec la nouvelle perception. Et ce système d'intégration va donc accepter l'action ou la rejeter. Voilà le principe de feedback. Nous verrons qu'il y a différents types de feedback, on le verra tout à l'heure. Lorsque le corps humain reçoit un certain stimulus ou des stimuli, puisqu'il va recevoir un stimulus cutané en même temps qu'un stimulus auditif, par exemple, plus un stimulus visuel, eh bien l'ensemble de ces stimulus ou de ces stimuli, pardon, va donc créer plusieurs courbes sinusoïdales jusqu'à ce que la somme de l'ensemble de ces stimuli fasse une moyenne et trouve son équilibre, jusqu'à un point d'équilibre. Lorsque ce point d'équilibre est perçu et est trouvé, à ce moment-là, il y a l'assurance de rester en vie. Donc tout l'objet des différents signaux perçus dans le corps vont donc voyager via une voie d'intégration qui va chercher à trouver un point d'équilibre de façon à préserver la vie de la partie émotionnelle. C'est toujours la même chose. Je vous rappelle que l'émotion met en place des systèmes périphériques au niveau du système physique de façon à assurer sa survie. Comme je le rappelais tout à l'heure, on a des feedbacks qu'on appelle positifs ou négatifs, c'est-à-dire qu'une action va pouvoir être soit encouragée, donc si on fait la comparaison avec un système d'ordinateur, on a donc
un stimulus de départ, un système de contrôle du stimulus, un système ensuite qui va permettre de faire varier ce stimulus d'une certaine façon. On va l'intégrer pour ensuite soit agir, soit renvoyer le signal à son point de départ pour soit l'annuler, soit l'encourager. Donc, on peut avoir différents types de feedback, c'est-à-dire un feedback positif et négatif, c'est-à-dire qu'on a une action positive qui démarre et un feedback qui va annuler l'action, par exemple, s'il y a un danger. On peut au contraire avoir un feedback positif, c'est-à-dire début de l'action avec encouragement de l'action. Et puis, on peut avoir aussi un feedback qu'on appelle négatif, c'est-à-dire l'action est tout de suite annulée pour être ensuite à nouveau annulée. Donc, c'est une façon de la réencourager. Maintenant, on va étudier le système glandulaire du point de vue de son fonctionnement général. L'origine du système glandulaire trouve son origine dans la partie du thalamus, notamment l'hypothalamus, qui se situe en dessous du thalamus, avec une voie d'entraînement ici qui entraîne la production au niveau de ce qu'on appelle l'hypophyse antérieure. Il y a deux parties dans l'hypophyse, une partie antérieure et une partie postérieure. Donc, c'est surtout au niveau de l'hypophyse que va se réaliser la création de production des hormones. Et ensuite, on va avoir la création de l'hormone pour ensuite avoir ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour à l'envoyeur pour soit activer, soit inhiber ce qui a été créé au départ. Ensuite, on a le système de santé ou d'adaptation physiologique habituelle avec, par exemple, le système, tout ce qui gère la puberté, tout ce qui gère le cycle féminin du point de vue hormonal, le système de la maternité, le système métabolique, le système du sommeil, le stress, etc. Donc ça, ce sont toutes les activités physiologiques qui vont permettre d'envoyer des signaux au niveau de la partie de l'hypothalamus et en même temps de créer une action au niveau de la création d'une hormone, avec retour toujours en feedback via la voie de départ au niveau de l'hypothalamus. On a également aussi toutes les mauvaises activités du corps humain durant les périodes de maladie ou de dysfonctionnement. Ça peut être par exemple l'obésité, l'anorexie, la dépression, les inflammations, les infections, etc. Tout ce qui ne va pas va envoyer à la fois une information directe au niveau de l'hypothalamus pour résoudre le problème, en même temps qu'on a la voie hormonale qui peut être locale par exemple, et envoyer ensuite un retour de feedback. C'est-à-dire que toute action périphérique donne l'information à la voie centrale. Donc tout ce système, au niveau hormonal, au niveau du cerveau, appartient au centre émotionnel. Donc on est dans un système quasiment automatique. Là, je vous ai présenté à nouveau un système plus schématique au niveau de ce qu'on appelle le feedback. Donc, on a une boucle de démarrage. Au niveau de l'hypophyse, on a un démarrage avec libération d'hormones, retour à l'hypophyse et retour avec une voie de feedback un peu plus longue dans ces délais d'opération. Si maintenant on va prendre un feedback un petit peu particulier, pour être plus précis, par exemple dans le cas d'une température corporelle qui augmente, on a l'intervention des récepteurs de température qui informent le cerveau et le cerveau va prendre une décision en fonction de la sudation, de la constriction des capillaires ou au contraire provoquer un tremblement avec dans chaque cas de figure. Si on a une sudation qui diminue, on va donc avoir une baisse de température. La constriction des capillaires va donc faire baisser la température. Le tremblement va donc déclencher une production de chaleur et chaque résultat obtenu va ensuite envoyer une information et moduler la température soit en hausse, soit en baisse. Voilà un petit peu comment fonctionne un système glandulaire. Donc, on a des
déclenchement d'une action, d'une perception. Ça peut être de la température, ça peut être le toucher, ça peut être une piqûre, ça peut être une brûlure, etc. Ça peut être une variation de pression atmosphérique. Le principe est toujours le même. Donc on voit bien que là, on est dans la perception d'un environnement extérieur ou d'un environnement intérieur qui va toujours donc déclencher un récepteur, informer le cerveau au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse, pardon, avec déclenchement de réaction en chaîne et retour avec action au niveau de la périphérie, telle que la température dans ce cas de figure. Maintenant, on va regarder un petit peu les différents types de glandes. Donc, les glandes sécrètent soit de façon interne, c'est-à-dire qu'elles sont appelées endocrines, avec libération par la voie sanguine, soit externe, et elles sont dites exocrines. Parmi les glandes endocrines, on aura ce qu'on appelle la glande pinéale, la glande pituitaire, l'hypothalamus, le pancréas, les ovaires, les testicules, la thyroïde et les parathyroïdes. Plus ce qu'on appelle des groupements de cellules de production hormonale, le cœur, l'intestin, l'estomac, le placenta, les reins avec l'érythroprotéine et la rénine, on aura le thymus, on aura la peau avec le calciférol et les tissus adipeux avec la leptine et la résistine. Deuxième groupe de glandes, on appelle les glandes exocrines. Le foie, le pancréas, les glandes lacrymales, les glandes salivaires, les glandes sébacées, avec leur partie de sécrétion huileuse et bactéricide, les glandes mammaires, les glandes sudoripares et les muqueuses. Le foie, donc à noter, de même que le pancréas, sont des glandes exocrines parce qu'elles sécrètent à l'extérieur de leur organe via le canal cholédoque. Donc voilà pourquoi, bien que le foie on aurait pu, et le pancréas, on aurait pu les mettre dans les glandes endocrines, parce que endo veut dire à l'intérieur, mais en fait, le foie et le pancréas sécrètent à l'extérieur de leur organe. Juste une question, il est où la hypophyse là-dessus, dans tout ça? C'est la pinéale? Oui. Ah, ok. Bonne question. La glande pituitaire, c'est l'épiphyse. Oui, parce que dans le domaine, dans les textes anglais, ils mettent pinéale et pituitaire, ils ne mettent pas hypophyse et épiphyse. Alors maintenant, si on examine la transmission de la sécrétion hormonale dans le système nerveux central, donc on a ici l'hypothalamus avec en dessous l'hypophyse, et bien à partir de l'hypothalamus, donc qui est sous le thalamus, du point de vue anatomique, on voit donc qu'on a un neurone qui va agir, et au niveau de la synapse, ici on a une synapse collée sur le vaisseau artériel, et donc là, on va avoir un échange de neurotransmetteurs directement dans la voie sanguine. Et le neurotransmetteur va voyager à l'intérieur de la voie sanguine pour, au niveau de l'hypophyse, par voie inverse, recréer avec des cellules spécifiques endocrines pour recréer une hormone qui va à son tour être réabsorbée par la voie sanguine. Voilà un petit peu le schéma de ce qui se passe au niveau de l'hypophyse, entre l'hypophyse et le thalamus. Ceci se produit à la fois par voie chimique, bien sûr, mais surtout essentiellement par voie, toujours le même principe, par voie d'échange de champs magnétiques gravitationnels entre le milieu de la plaque ici synaptique et en dessous le vaisseau sanguin. Donc au niveau du système nerveux central, on passe du neurone, la synapse. La synapse, c'est donc cette petite partie ici, cette petite ventouse, avec un espace microscopique entre la ventouse et le vaisseau sanguin, pardon. Et là, il y a un échange chimique qui se produit entre les deux. Et donc, création de l'hormone qui passe dans la voie sanguine. Donc, c'est une voie lente. A priori, c'est une voie lente. Or, on sait très bien que, en fait, maintenant, ce voyage ne se fait forcément de façon chimique, mais de façon par champ magnétique gravitationnel.
Donc c'est pour ça que toutes les informations émises ou reçues par le thalamus, ou hypothalamus ou hypophyse, se font quasiment instantanément. Alors, on va voir un petit peu les différents modes de transmission hormonaux. On a ce qu'on appelle les transmissions autocrines, avec des cellules, ici productrices, qui échangent et qui libèrent un neurotransmetteur, ici une hormone. Donc, c'est quasiment une sortie directe. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cellules paracrines, avec une première cellule qui a besoin d'une deuxième cellule pour pouvoir recevoir et émettre le neurotransmetteur. Et on a ensuite les voies endocrines, où là, on a la cellule qui se fait une sécrétion qui passe dans le vaisseau sanguin, qui va ensuite informer une cellule réceptrice. Donc, c'est un peu une voie indirecte. Donc, on a un niveau ici, voilà, une cellule endocrine sur cette figure. La cellule endocrine envoie une sécrétion qui passe par la voie sanguine, qui est réabsorbée par une cellule réceptrice. Une autre façon, une première cellule qui émet son neurotransmetteur qui va arriver à une cellule réceptrice. On a un autre mode qui est carrément neurologique par la voie neuronale, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure sur le schéma précédent. Ici, on a le neurone, l'axone, c'est-à-dire le nerf, et la synapse avec cette espèce de ventouse, et un espace ici entre les deux dans lequel va se produire la transmission du transmetteur via une cellule réceptrice. Pardon. Et ensuite, on a un quatrième mode qui est par contact direct, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'intermédiaire d'une synapse ou d'un neurone, on a carrément le contact cellule contre cellule avec ce qu'on appelle une clé et une serrure de reconnaissance. C'est-à-dire que la formule moléculaire de l'émetteur ressemble à une clé et la cellule, la membrane de la cellule réceptrice ressemble à une serrure. Et donc, si les deux molécules peuvent s'encastrer l'une dans l'autre, ça match. Maintenant, on va voir les différents types de glandes, la façon dont elles sont constituées. Si on regarde les cellules, par exemple, exocrines de la peau, eh bien, elles sont faites sous forme de tubules. Voilà. Avec une partie ici au fond du sac qui est la partie de production, la partie ensuite de migration du produit qui va ensuite être libérée à l'extérieur sous forme chimique. Alors, on a des formes soit en tubulaire, comme la première ici, en forme de U, de tubule, soit sous forme qu'on appelle acinaire, c'est-à-dire sous forme de grappe de raisin ou de quartier d'orange, ou alors carrément sphérique, avec une sorte de vide ici au milieu. Donc on voit ici qu'on a quasiment une forme de réacteur, comme on l'a toujours vu dans quasiment tous les organes. Ici, une autre image avec toujours les différents types de glandes. Donc soit en forme de tube simple, soit en forme de tube avec plusieurs branches, soit en forme acinaire, c'est-à-dire sous forme de sac de grappe de raisin, soit en forme de plusieurs sacs. Ici, on reprend le premier schéma, mais avec une façon d'agencement, ce qu'on appelle multibranche. Ici, c'est des sacs, mais sous forme de multisacs avec des multibranches. Ici, c'est 3 avec plusieurs fois 3. Donc tout ceci, c'est toujours dans le but, avec le maximum de surface, dans le moins d'espace possible, d'avoir le maximum de surface de production et d'échange. Donc là, ici, on était dans le cas des glandes sudoripares. Donc tout ça, c'est dans la peau, quoi. Hein? Tout à fait. Ok. Donc ici, voilà, donc on verra la coupe de la peau tout à l'heure, un peu plus en détail. Hein. Ok. Et comme tous les organes, dans toutes les parties, quelles que soient les parties du corps, on a toujours 3 couches. Voilà ici à nouveau, donc de façon un peu plus schématique,
donc les différents types de tubes. Donc on a soit des tubes simples, soit des tubes spiralés, soit des tubes en forme de branche, multibranches. Si c'est les sacs, soit des sacs simples, des sacs en 3, des sacs en multibranches, ici de façon encore comme un arbre. Si maintenant on regarde encore une autre, là on est dans le cas d'une glande endocrine, donc on a les cellules qui composent donc la glande, avec les vésicules et les unités de production. Enfin, ce qui est important ici de retenir pour vous, c'est cette forme en forme de réacteur, toujours la sphère, et avec ici la partie périphérique qui entoure quasiment le lobule. Et donc là, on a directement un échange, puisqu'on est dans des cas des glandes endocrines, avec le passage directement par la voie sanguine. Et comme dans les poumons, il n'y a pas de passage de matière directe au sens propre du terme, mais simplement échange d'informations par champ magnétique gravitationnel. Donc on a à nouveau la réplication, comme on l'a vu dans les alvéoles pulmonaires ou dans le glomérule rénal, la forme du réacteur. Donc à nouveau une autre image. Donc ici, ce que je vous disais, le vaisseau sanguin qui est en forme circulaire, et au centre, les cellules de production. Donc on voit toujours cette analogie entre les trois sphères du réacteur que construit M. Kesch. Maintenant, si on regarde les glandes muqueuses, donc on a des glandes de type mésocrine, des glandes apocrines ou des glandes holocrines. La seule différence, c'est que à partir du noyau de production, on va avoir création de l'hormone et elle va se libérer directement. Ou alors, elle peut se libérer de façon avec une partie qui va se fractionner au niveau de la muqueuse, ou alors se libérer sous forme branchée de cette façon, avec les cellules mortes par exemple. Donc, quelles que soient les muqueuses, elles ont toujours le même schéma, avec des cellules excrétrices qui sont au milieu du tissu épithélial. Épithélial, c'est la partie la plus externe de la partie du derme. Donc, surtout, ce qui est important de toujours bien se rappeler, c'est le but de l'enseignement, c'est pas de refaire l'anatomie, c'est surtout de voir en quoi elle diffère de l'étude habituelle, dans ce sens qu'on essaie de mettre à chaque fois l'accent sur la notion des réacteurs, la notion des trois couches tissulaires, en rapport avec les trois GANS qu'on a déjà étudiés, le CH3, le CuO, le ZNO et le CO2. Donc là, on regarde à nouveau des glandes exocrines, différents types de cellules. Donc dans les muqueuses, elles ont cette forme-là, en forme de gobelet. Et au niveau de la peau, elles ont des formes spiralées ou des formes acinaires en grappes de raisin. Donc à nouveau une autre image pour montrer les types de production ici des différents produits chimiques élaborés par les muqueuses. Donc on a des productions ici soit carrément directes avec émission de la substance, soit par un intermédiaire ici avec détachement, ou alors au niveau des glandes subdoripares de façon indirecte. Donc il faut bien voir que la peau représente l'organe le plus important du corps humain. C'est plus d'1 mètre carré. On le verra dans le prochain cours, puisque le cours, il s'agira du cours d'étude de la peau. Voilà, donc c'est tout à l'heure, qu'est-ce qui posait la question tout à l'heure? Donc là, ici, on a une image en coupe de la peau, avec ce qu'on appelle l'épiderme, le derme à proprement parler, et l'hypoderme en profond. Donc on a bien toujours ces trois couches, comme dans tous les tissus organiques. Donc là, les glandes sudoripares, ici, on la voit de façon enroulée, par exemple. Ici, on la voit attachée au niveau du système, on voit encore des glandes attachées au niveau du système pileux.
Ici, je vous montre une vue un peu plus séparée des glandes sudoripares. Donc la couche de l'épiderme. Ici, l'enroulement. Donc c'est dans le premier cas des tubes plus ou moins spiralés. Donc là, ici, on est dans l'unité de production, ensuite migration, et ensuite élaboration et sortie du produit de transmission. Donc si on regarde un petit peu de façon fonctionnelle sur le plan de la chimie, comment se fonctionne une glande, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on a une première partie, que ce soit un tube, un sac ou les parties acinaires. On a donc une partie d'élaboration de la substance qui va ensuite migrer dans la première partie du canal pour être ensuite expulsé vers l'extérieur, soit à l'extérieur de la peau, soit dans le canal pancréatique quand il s'agit du pancréas par exemple. Là, on voit bien qu'on a des absorptions du NaCl avec du HCO3, le bicarbonate, pardon, qui va donc être absorbé à l'intérieur en même temps que certains peptides. Ici, dans cette partie première partie du tube, on va toujours encore avoir absorption de NaCl plus le bicarbonate. Et ensuite, arrivé à la partie terminale, on va avoir cette fois-ci une sortie du NaCl et de HCO3 bicarbonate. Donc c'est un petit peu comme si le bicarbonate et le NaCl agissaient comme catalyseurs. Parce qu'il a absolument, et ça conserve aussi, permet de concevoir, de maintenir l'équilibre acido-basique au niveau de la peau et au niveau du corps. Donc ici au niveau de l'intestin, on a absorption, élaboration des différents nutriments et éléments du corps qui vont ensuite passer au niveau du rein pour être filtrés dans les glomérules. Donc c'était pour vous montrer que ce processus excrétoire est exactement le même que dans le processus du glomérule rénal, où il y avait, si vous vous rappelez, dans la partie du glomérule qui suivait, il y avait une forme en U, et en fonction des différents gradients de pression de liquide, eh bien, il y avait certains éléments chimiques qui sortaient ou qui rentraient. En fait, ce n'est pas des éléments chimiques, c'est toujours des éléments sous forme plasma, puisque en fonction de la pression, le plasma va avoir une composition différente, une puissance ou une force différente. Soit donc il va sortir, soit au contraire, les échanges vont entrer. Donc à nouveau ici, une vue éclatée d'une cellule endocrine, donc avec la périphérie ici extérieure, qui va avoir son propre champ Magrave, puisqu'on est dans un transport de CO2 ou d'oxygène. Et au centre, eh bien, on a l'élaboration de l'hormone. Donc toujours cette similitude avec le réacteur. Donc ici, il faut bien toujours se rappeler qu'on est dans un échange constant de champs Magrave. Si on prend l'oxygène, on a la masse atomique de l'oxygène est ici, donc elle est très attractive et c'est ce qui permet de faire sortir le champ Magrave qui se situe à l'intérieur. Waouh. Donc, oui. Pardon, et non, j'étais émerveillé la forme là. Ah oui. Donc là, on est sur une coupe du pancréas, là. Yes. Voilà. Alors, c'est ouais, ça ressemble à une feuille. Voilà, donc dans les cellules pancréatiques, voilà, donc on a deux types de cellules dans le pancréas. On a des cellules exocrines, donc le pancréas est une glande qu'on peut appeler double, avec une partie de fonction exocrine, c'est-à-dire qu'elle va sécréter à l'extérieur du pancréas via le canal pancréatique. Donc là, on a une forme qu'on appelle acinaire, c'est-à-dire sous forme de grappe de raisin ou de coupe de quartier d'orange. Donc les cellules lacinaires vont sécréter les enzymes pancréatiques dans le canal pancréatique, c'est pour ça qu'on appelle donc exocrine. Alors que
la partie endocrine, c'est-à-dire la partie au sens comment dire, d'une sécrétion interne, ça va être fait par ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui sécrètent directement par voie sanguine. Donc là, ici, on a une sécrétion par le canal pancréatique, et là, on a une sécrétion par voie sanguine, comme ceci. Voilà à nouveau une autre figure pour vous montrer un petit peu le schéma d'une glande endocrine. Donc avec, comme le glomérule rénal, donc la partie sphérique où vont se faire l'échange entre sodium et chlore, donc ce qu'on appelle la pompe à sodium, admission d'eau, admission de bicarbonate et en même temps de potassium. Migration du produit élaboré, absorption du calcium, donc c'est la pompe à sodium, donc le sodium ressort et le potassium rentre. Et ensuite, on va avoir à nouveau aussi sortie de chlorure, du chlore et rentrée du bicarbonate. Donc tout ça, c'est pour maintenir l'équilibre acido-basique. Vous remarquerez que le sodium entre et le sodium est réabsorbé. Donc toujours pour conserver le taux de salinité du corps. Maintenant, si on regarde les différents types de cellules et la façon dont elles fonctionnent, on a vu que ça passe par le cerveau. Donc, il y a une conduction des organes qui vont informer le cerveau par voie neurologique. Et donc, arrivé au niveau du cerveau, on va avoir une information au niveau du thalamus, de l'hypophyse par voie neurologique. Et on a deux systèmes. On a un premier système qu'on appelle le système sympathique et l'autre système qui est le système parasympathique. Donc le sympathique est un système qui accélère, qui facilite, et le parasympathique, au contraire, est un système qui ralentit, qui calme. Donc, ces deux systèmes agissent en permanence de façon à garder l'homéostasie de la partie centrale. Donc vous allez remarquer que chaque organe au niveau sympathique va donc agir par l'intermédiaire de ganglions, c'est-à-dire des ganglions qui vont arriver avant la moelle épinière, avec un ganglion après la moelle épinière. Chaque organe correspond plus ou moins à un ou plusieurs étages d'arrivée au niveau de la moelle épinière. Donc vous voyez ici que les poumons ont des voies d'arrivée au niveau très haut, au niveau de la moelle épinière, jusqu'au niveau de la 5e dorsale. Si on prend le foie, etc., ils arrivent au niveau de la 8e, le 8e dorsale jusqu'à environ la 10e dorsale. Alors que le système parasympathique, eh bien, il y a surtout l'intervention du nerf vague. Donc, il se produit à ce niveau-là, surtout au niveau du tronc et du pont, et du bulbe rachidien, ainsi qu'à la partie du coccyx. Donc, pour revoir un petit peu les deux systèmes, le système parasympathique, donc je vous l'ai dit, il y a la moelle épinière, avec un préganglion avant la moelle épinière. Ici, on a l'acétylcholine, qui est un médiateur neurochimique, le ganglion à la sortie de la moelle épinière, et ensuite, ça voyage vers l'organe effecteur. Donc, ça peut être la thyroïde, ça peut être le foie, le pancréas, etc. Même chose pour le système sympathique. Le système sympathique va agir donc à la moelle épinière. Avant la moelle épinière, on aura un ganglion, le préganglion, intervention du médiateur chimique, le ganglion qui suit, et ensuite l'organe effecteur. Donc ici, l'organe récepteur, c'est l'intervention de l'acétylcholine, c'est-à-dire un accélérateur, alors que dans l'organe effecteur, on a ce qu'on appelle la noradrénaline. Voilà. Donc vous voyez, ici, on a une forme de clé, de serrure. Donc la noradrénaline, c'est un petit peu comme les doigts de la main qui s'emboîteraient.
Le fonctionnement des deux systèmes se fait toujours avec le système de feedback, c'est-à-dire qu'on a une voie d'entrée, le signal passe pour agir, mais il peut très bien être modifié en cours de route pour être modulé, ralenti à son origine. Alors sur ce tableau figure l'ensemble du système endocrine. Donc ce qui est surtout important pour vous dans la technologie cache, pardon, c'est de voir que le système endocrinien comprend donc essentiellement la glande pinéale ou l'hypophyse qui va gérer la mélatonine, c'est-à-dire les pigments qui permettent la pigmentation de la peau en fonction du rythme circadien, le jour et la nuit. On a ensuite l'hypothalamus avec les sécrétions d'inhibition, de facteurs d'inhibition, la glande pituitaire antérieure, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, sécrétion des hormones, avec ici les différentes hormones TSH. On verra ça tout à l'heure de façon plus détaillée avec les différents noms. Donc ça, c'est pour vous dire que ça appartient au thalamus, donc la partie émotionnelle. Tout ce qui passe ici à l'extérieur, ce sont aussi des voies endocriniennes, bien sûr, mais des voies plus ou moins périphériques. Donc retenez bien que le système endocrinien appartient au système émotionnel. C'est pour ça que quand vous êtes stressé, vous vous mettez à transpirer à grosses gouttes. L'émotion va donc créer une modification, des tremblements, ça peut être la peur, les mains moites, etc. Par contre, le système exocrine, c'est-à-dire les glandes telles que les glandes sudoripares, appartiennent à la partie physique. Donc endocrine, partie émotionnelle, exocrine, partie physique. Donc là, sur ce schéma, je vous ai montré un petit peu où se situent les différents types de glandes endocrines. Donc, au niveau de l'hypothalamus, ici, la glande pituitaire, pardon, les parathyroïdes, de chaque côté de la thyroïde, bien sûr, le pancréas qui se trouve sur votre gauche, les glandes surrénales qui sont juste collées au-dessus des reins. On a vu que lors de du développement des reins, les reins étaient beaucoup plus bas et ils migraient vers le haut pour venir se coller aux surrénales. Les deux testicules ici et les deux ovaires. Alors, sur le plan des définitions, on appelle une hormone une substance chimique qui est sécrétée par des cellules dans le sang pour transporter vers une cible distante où elle agit à très faible concentration. Donc, une question se pose, alors est-ce que les glandes exocrines sont-elles des hormones? Eh bien, au sens de la définition, non. Puisqu'il n'y a pas libération, les glandes exocrines ne libèrent pas dans le sang, elles libèrent à l'extérieur, telles que les glandes sudoripares par exemple, ou alors on a vu qu'une partie, une partie du pancréas sécrétait à l'extérieur de lui, donc on peut très bien dire que ce n'est pas vraiment une hormone. Oui, c'est pas une hormone. Donc voilà ici pour résumer le principe des glandes endocrines, libération par voie sanguine, donc ça c'est la définition au sens littéral. Par contre, la glande exocrine, on a la libération à l'extérieur et non pas par voie sanguine. Donc sa libération soit dans l'environnement extérieur au corps, soit dans l'environnement interne du corps, mais à l'extérieur de son organe. Ici, à nouveau, les différents types de glandes et les différentes voies d'abord en fonction des stimuli. Là, par exemple, on a pris le schéma des parathyroïdes. Donc là, la transmission se fait par voie sanguine avec émission de l'hormone, ou alors par voie neurologique, avec dans un second temps voyage par voie capillaire. Et ici, dans le sens au niveau de la glande pituitaire, on a libération à la fois par voie sanguine et par voie neurologique. Donc là, c'est
pour vous montrer un petit peu les différents types d'hormones qui sont sécrétées au niveau de l'hypophyse. Donc, il y a l'anti-hypophyse, la partie antérieure, alors il y a deux façons d'appeler l'hypophyse, soit l'anti-hypophyse et la post-hypophyse, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, ou on les appelle la neurohypophyse. C'est juste une question de point de vue, selon qu'on décrit l'hypophyse du point de vue fonctionnel ou du point de vue anatomique. Donc à partir de l'hypothalamus, on a un contrôle indirect par libération d'hormones. C'est-à-dire que contrôle indirect, on n'a pas la main mise directement sur le foie, sur le pancréas, sur le rythme cardiaque. Il faut passer par l'intermédiaire d'une hormone. Alors, on a plusieurs hormones qui sont sécrétées. On a ce qu'on appelle la TSH, qu'on appelle la Thyroid-Stimulating Hormone, la GH, la Growth Hormone, l'hormone de croissance, la prolactine hormone, PH, la FSH, la Follicle Stimulating Hormone, LH, lutein hormone, ou l'ACTH, l'adrénocorticotrope hormone, donc c'est celle qui est produite par les surrénales, et l'OCH, l'ocytocine hormone, et la VSH, la vasopressine hormone, qui permet la régulation de la pression artérielle. Donc ici, la CTH va agir sur les surrénales. Les surrénales vont ensuite produire des glucocorticoïdes et la cortisone, par exemple. Si on prend la TSH qui est produite au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire la thyroid-stimulating hormone, elle va jouer sur la thyroïde qui va déclencher la libération de deux types d'hormones thyroïdiennes. La GH, la growth hormone, l'hormone de croissance, ici va agir au niveau du foie pour agir ensuite au niveau des muscles, par exemple. Si on joue sur la PLH, c'est-à-dire la prolactine hormone, elle va agir sur le sein, bien sûr. La LH, lutein hormone, va agir sur les ovaires, sur le cycle menstruel. Et même chose au niveau des mélanocytes. Donc, chaque organe va sécréter sa propre hormone. Donc, il y a des phases intermédiaires. L'hypophyse commande un organe et l'organe donne sa sécrétion. Et ensuite, la sécrétion envoie un feedback en retour, je vous le rappelle, à l'hypothalamus pour soit accélérer parce que ce n'est pas suffisant, soit ralentir parce que c'est suffisant. Ici, un autre tableau donc, qui résume un petit peu les différentes actions au niveau hormonal. Si on regarde ici, donc on est toujours au niveau de la glande pituitaire ou de l'hypophyse antérieure principalement. Donc on a la CRH qui va donner une libération de corticorénine qui va ensuite entraîner une libération d'ACTH, c'est-à-dire l'adénocorticotropique hormone, et qui va déclencher au niveau des reins la fabrication de corticoïdes, c'est-à-dire les anti-inflammatoires notamment. Si on regarde la thyroïdohormone qui va être libérée, va donner la production de TSH au niveau de la thyroïde, et on va avoir production des deux hormones thyroïdiennes. Même chose avec la gonadotropine, donc qui va agir au niveau de la LH, lutein hormone, ou de la FSH, la folliculine hormone, qui va agir au niveau des ovaires, soit des testicules avec la testostérone fabriquée par les testicules, soit au niveau des ovaires avec la production d'œstrogènes notamment. Au niveau de la prolactine et des peptides, donc là on a un phénomène soit d'accélération ou de production de prolactine qui va inhiber avec un phénomène d'inhibition, et donc on a action au niveau des seins. La somatocrine va agir soit de façon activatrice, soit de façon inhibitrice au niveau de l'hormone de croissance et va agir au niveau du système osseux et musculaire. Donc c'est pour vous montrer un petit peu, si vous voulez, au niveau de l'hypophyse. Là, on est au niveau de l'hypophyse. Donc libération d'une hormone qui va agir au niveau
ici, on est au niveau de la production d'une autre hormone au niveau de l'organe. Je vous laisse le temps de regarder un petit peu. Et tout ça, et donc, il est géré juste par une partie, là, la partie antérieure ou postérieure, non? Donc là, ici, Oui, on est à ce niveau-là. d'accord. D'accord? Oui. Et ensuite, à ce niveau-là, on a ça qui se passe. Oui, mais la glande, elle est séparée en deux. Alors, parce qu'il y a deux parties dedans. Voilà. Parce qu'il y a deux parties. Donc, il n'y a qu'une seule partie qui fait tout ça et l'autre partie qui fait autre chose ou bien? Oui, oui, non, il y a une autre production d'hormones là, ici, mais Par le moment, on en parle juste de cette partie. Ok, ok. oui, oui. Pour vous, retenez simplement, il n'y a qu'une seule partie, hein, mais sachez qu'il y en a deux quand même. Hein, Ok, ok, ok. mais au niveau du principe de fonctionnement, ce qui est important pour vous, c'est de retenir le principe de fonctionnement. Hein. La glande pituitaire va libérer des hormones ici, pour ensuite agir au niveau des organes. Donc là, ici, au niveau de la surrénale. Là, on est au niveau de la thyroïde. Là, au niveau testicule, au niveau des ovaires, au Ouais. niveau du sein, Voilà. au niveau osseux. Et là, chaque organe va déclencher, va produire une hormone. D'accord? Ok, yes. Une fois que cette hormone a été produite, on va avoir un retour en feedback, retour à l'envoyeur pour dire c'est OK, ça marche ou ça marche pas. D'accord? Oui. Bien, là je vous ai remontré à nouveau les différents types de fonctionnement des endocrines par l'intermédiaire du système nerveux. Donc on l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc je ne vais pas y revenir, c'est à peu près la même image. Donc si vous voulez, chaque organe ici. Donc ce qu'il faut bien voir depuis le début, donc il y a à la fois une action par la voie vasculaire et à la fois une action par la voie neurologique. Donc la voie de retour se fait par voie neurologique. Et on a vu tout à l'heure au niveau d'un petit schéma, je vais vous le remontrer. Hein, la voie neurologique, c'est tout ce qui se passe là au niveau neurologique arrive au niveau de la moelle épinière, remonte par la moelle épinière au niveau cerveau. Et donc, je vais revenir au départ sur le schéma. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on a monté la moelle épinière, on arrive au niveau du cerveau, de l'hypothalamus et on arrive à ça. Et on arrive au déclenchement, soit d'une activation, soit d'un ralentissement de la production de l'hormone en fonction du résultat espéré ou escompté. Maintenant, si on regarde au niveau de l'émergence, au niveau de chaque espace vertébral, on a une émergence de ce qu'on appelle des paquets, des plexus, hein, des ramifications du système nerveux. Et donc, là, ici, on a le nerf trijumeau, par exemple. Hein, donc, on a des plexus au niveau de la face, des plexus au niveau de la mâchoire inférieure, de la gorge, au niveau thoracique, au niveau du cœur, au niveau du mésentère, supérieur, inférieur, et au niveau du sacrum et du coccyx. Tout ça donne ce qu'on appelle, dans les termes de chakra, le centre couronne, donc qui est la glande pinéale. Le troisième œil qui va correspondre à l'hypophyse. Le centre de la gorge, bien sûr, qui est au niveau de C7, qui correspond au ganglion médulaire cervical. C'est-à-dire qu'au niveau cervical, voilà, on a des paquets de ganglions qui se trouvent à côté des cervicales ici. Au niveau du cœur, on sera au niveau de la 12e dorsale. Le centre du plexus solaire, lui, ça va se trouver au niveau de la première lombaire. Et le centre sacré va se trouver bien sûr au sacrum. Et le centre coccygien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour expliquer, c'est la pointe du coccyx. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'entre l'anatomie du système nerveux et les chakras, eh bien, il y a un rapprochement du point de vue anatomique et localisation. Donc en méditation, quand on vous demande de travailler le centre couronne, on va vous demander ici,
C'est ce qu'on appelle la fontanelle. Le troisième œil, lui, ça sera entre les sourcils, là où ce que M. Kesch, lorsque je vous ai parlé de l'olfaction et de l'odorat, je vous ai dit qu'entre les deux sourcils se trouvait une petite cavité osseuse qui entrait en résonance avec l'olfaction. Donc le troisième œil se trouve exactement entre les sourcils et correspond à l'hypophyse, puisque l'hypophyse se trouve vraiment quasiment derrière cette petite cavité osseuse. C'est pour ça que l'olfaction arrive instantanément, quasiment, par voie physique, au contact de l'hypophyse. Donc le centre de la gorge, lui, se trouve au niveau de la 7e cervicale, la bosse la plus proéminente à la base du cou ou au début des dorsales. Le centre au niveau du cœur, lui, va se trouver assez bas, un peu plus bas que les omoplates. Ça, c'est pour le plexus du cœur. Le plexus solaire, lui, va se trouver au niveau de L1, c'est-à-dire au niveau des dernières côtes, dans le dos. Le centre sacré va se trouver, lui, au niveau du sacrum. Il n'y a pas de précision supplémentaire à apporter. Et le centre coccygien à la pointe du coccyx. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le moi et la conscience. J'ai une petite lacune, j'ai pas eu le temps de rechercher le nom du médecin qui avait fait cette démonstration entre l'anatomie et la conscience. On en avait parlé lors des premiers cours de médecine, je crois que je ne sais plus quel est le numéro du cours. Donc le moi s'exprime au niveau d'une globalité ici, donc on l'a figuré sous la forme d'un œuf ou d'un aura. Et donc ce centre qui serait au niveau du nombril s'exprime sous forme de 3 unités. Une première unité de conscience au niveau de la partie cérébrale, du centre du cerveau. Un deuxième centre se trouve au niveau entre le cœur et les poumons. Et un troisième se trouve au niveau du nombril. Donc on a 3 unités de conscience. 3 sous-unités de conscience. Ici, je vous l'ai mis de façon plus schématique. Une première, l'unité de la conscience globale, donne 3 unités de conscience, la supérieure, moyenne et inférieure, et chaque unité donne à son tour 3 sous-unités. Et c'est ainsi qu'on peut décrire les 3 chakras principaux et les 7 chakras. Donc, il y a une similitude entre la conscience et les champs gravitationnels et magnétiques de ces 3 unités. Donc, on se rapproche un petit peu exactement comme nous, on a vu qu'il y avait plusieurs réacteurs au niveau du corps humain. Réacteur supérieur, le réacteur cœur-poumon et le réacteur inférieur abdominal. Ici, sur cette photo, on a représenté ce qu'on appelle les 3 diaphragmes. Le diaphragme pelvien, le plancher pelvien, le diaphragme, le vrai diaphragme respiratoire. Et ici, ce qu'on appelle le diaphragme crânien, qu'on appelle la tente du cerveau, donc il fait une séparation au niveau du cerveau. Excuse-moi, tu peux répéter? Alors, le diaphragme inférieur, c'est ce qu'on appelle le périnée, le plancher pelvien. C'est la partie musculaire et fibreuse qui permet que les organes génitaux ne se retrouvent pas par terre. D'accord. D'accord. Le diaphragme, c'est le diaphragme respiratoire qui sépare la cage thoracique et la partie abdominale. D'accord. Alors, il permet, lorsque le diaphragme monte et descend, il permet de faire une compression au niveau des organes ici, donc de faire un massage et un brassage, et donc de jouer sur la circulation. Et il agit comme une pompe sur les organes abdominaux. Donc, il sert d'une part à produire la respiration et à modifier le rythme cardiaque, et il agit en même temps comme une pompe, comme une pression au niveau abdominal sur les organes, les viscères abdominaux. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle la tente du cerveau, donc elle se trouve en dessous du cerveau, si vous voulez, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le diaphragme. Même chose, il agit un peu comme effet de pompe au niveau du liquide céphalorachidien
par l'intermédiaire des ventricules. Les ventricules sont des, comment dire, comme des cavernes à l'intérieur, des cavernes remplies de liquide céphalorachidien à l'intérieur du cerveau, de chaque hémisphère. Donc ici, c'est pour vous montrer comment agit cette conscience. Cette conscience, elle agit par les différents mouvements d'expansion, contraction, expansion, contraction, par la respiration. Ici, au niveau du cerveau, c'est pareil, on a expansion, rétraction, expansion, rétraction. Si vous vous souvenez le cours que je vous ai fait sur le fonctionnement du proton et de l'univers, on sait que l'univers est en constante expansion-rotation, compression-rotation. Imaginez un gonfleur pneumatique. Pour gonfler un matelas pneumatique, vous prenez votre gonfleur dans les deux mains, vous le tournez, vous comprimez, vous chassez l'air, vous le détendez et vous tournez pour faire rentrer l'air à nouveau. Donc l'univers fonctionne un petit peu comme ça, si vous voulez, mais sous forme d'une sphère. Donc imaginez vos deux mains en forme de sphère, vous les tournez, vous les comprimez, vous les desserrez, vous décomprimez. Bien, l'univers fonctionne de la même façon et notre corps fonctionne en respiration de la même façon. C'est pour ça que lorsque Frédéric vous a refait son cours également jeudi dernier, il vous a dit que on est créé et décréé sans arrêt. Mais on n'a pas le temps de le voir. Là, ici, c'est pour vous montrer la similitude à nouveau entre les glandes, les chakras et la médecine chinoise. Donc, la glande pinéale et la glande pituitaire. Donc, le chakra couronne, le chakra antérieur entre les deux yeux, la thyroïde avec un autre chakra qui est proche du thymus. Moi, je penserais que le chakra au niveau de la gorge ne correspond pas à la thyroïde, mais correspondrait plutôt pour moi au thymus, puisqu'il est le centre du réacteur. On a vu que le thymus était le centre de la pyramide entre le thalamus, les deux poumons, gauche-droit, et le cœur au centre. Cœur-poumon constitue la base triangulaire. Le sommet de la pyramide sera le thalamus, et le thymus est donc en plein centre de cette pyramide. Et le thymus, là, il est figuré ici, mais en fait, il se trouve au niveau de la fourchette sternale. Ensuite, on a les deux glandes surrénales qui vont correspondre ici à un autre chakra, les ovaires ou testicules. Donc ici, sont figurés ici les 7 chakras. Chakra couronne, ici entre les deux yeux, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les adrénalines et les testicules, chakra inférieur. Donc c'est pour vous montrer à nouveau, 1, 2, 3, la similitude entre ce schéma-là et la tentative d'explication avec les 3 unités ou les 7 unités de conscience ou les sous-unités de conscience. Le grand cercle, l'unité de conscience, les 3 premiers cercles et les 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Si quelqu'un se rappelle du nom de ce médecin qui a fait cette démonstration, qui est très intéressante, je ne l'ai plus en tête. Alors ensuite, on va aborder les questions qui ont été posées à M. Kesch au sujet de ce cours. Donc il y a une question qui était, qu'est-ce qui explique que certaines basses températures, pour certaines personnes, soient de 35 ou 37 degrés? Effectivement, j'ai une personne qui m'a longtemps intrigué, qui avait une sclérose en plaques que je soignais depuis très longtemps, et un jour, elle est descendue à 34 degrés, et hormis sa sclérose en plaques, elle allait très bien. Elle n'avait pas d'autres pathologies. Et normalement, à 34 degrés, normalement, tout le monde est en train de s'alarmer. Et je me demandais comment se fait-il qu'elle a ces 35 degrés. Et j'ai eu la réponse donc en revoyant ce cours. Donc, ceci est dû à la présence de certains métaux en milieu salin dans la lymphe et le sang. Et à ce moment-là, ces métaux émettent ou absorbent de la chaleur. Donc, par exemple, dans le cas du cancer, on observe effectivement que certains métaux sont semi-conducteurs et donc vont jouer sur la température. Donc, en tant que médecin, vous devez donc toujours chercher quel est le métal en excès dans le cancer de la personne que vous traitez. Donc, ça peut être du mercure, ça peut être de l'aluminium, ça peut être du fer, ça peut être du calcium.
Voilà, donc c'est ça qui est important de déterminer et c'est là-dessus que vous allez baser votre façon de construire ou de choisir votre ganse plasma. Donc si vous avez un essai de fer, vous allez faire un plasma de fer de façon à attirer le métal en excès du corps. Donc vous allez modifier l'environnement de la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous rappeliez que vous ne traitez pas le cancer en tant que tel, mais vous mettez le corps dans une condition d'environnement différente. Donc quand les métaux en excès élèvent la chaleur, il y en a émission de radiation qui est perçue par la thalamus. Donc c'est toujours le même principe. Les transmissions se font toujours par champ magnétique, parce qu'on peut considérer que la radiation émise par le métal est un champ magnétique gravitationnel. C'est pour ça que la transmission se fait de façon instantanée. Et donc le centre de régulation de la température se situe, comme par hasard, au niveau du thalamus. Donc toutes les glandes font partie de la structure du cerveau. On pourrait dire que c'est un sous-cerveau. Chaque glande a sa position dans le corps. Et si cette position vient à changer, à se modifier, par exemple, chez certaines personnes, quand on les traite en ostéopathie, par exemple, on va voir l'ascension d'un rein ou au contraire la descente d'un rein, et bien simplement en voyant une malposition d'un organe, on peut déterminer quelle est la pathologie de la personne, ou tout au moins dire que la personne est en état de pathologie. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui sur ce cours sur les glandes. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou des questions à poser par rapport à ce cours? On l'a fait de façon assez simple parce que sinon il faudrait rentrer dans toutes les formules chimiques de chacune des glandes. Ce qui était intéressant surtout de voir et de retenir, c'était le principe de fonctionnement du système glandulaire. Ça passe d'abord par le cerveau, ensuite on arrive à la sécrétion d'un certain produit qui va jouer sur un organe qui à son tour va sécréter une autre hormone. Non, c'est très bien comme ça, parce que c'est déjà complexe. Et si en plus, si tu nous mets une couche de chimie, on est perdu, quoi. Oui, non, puis après, ça n'a pas vraiment d'intérêt de rentrer dans la chimie, pas tout au moins pour ce cours. Hein, quand on fera l'examen de la peau, on essaiera de voir un petit peu plus précisément, parce que ça rappelle le fonctionnement des plantes et de la feuille, et justement, c'est la base de toute la technologie de Monsieur Kesch, le fonctionnement de la feuille et de la peau. Super. Bon, maintenant, génial, merci. Moi, je n'ai pas des questions. Hein. Je suis plutôt émerveillé qu'il se passe tant de choses dedans, quoi. Ben, il y a tout ça qui se passe chez nous, oui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ce fameux schéma, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il faudrait que je revoie tous les cours qu'on a fait depuis le début en médecine. C'est très intéressant. C'est comment cette conscience est en rapport entre l'anatomie et les fonctionnements des champs magnétiques. Hein. C'est vraiment très sérieux. C'est une étude vraiment tout à fait scientifique. Hein. Oui, et en plus, ça m'a interpellé parce que, par exemple, tu vois, il y a un centre, après, il y a trois centres qui sont trois centres en plus, mais Voilà. dans les trois derniers centres, il y a toujours des centres communs. Oui. Tu vois, ça c'est comme une espèce de 8 qui s'est fait là-dedans qui m'interpelle, quoi. Hein. Voilà. Si tu veux, chaque étage a sa conscience qui est divisée à des sous-consciences. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, dans beaucoup de cours de yoga ou de méditation, on dit il faut que vous preniez conscience. Prendre conscience, ça ne veut rien dire. C'est comme si je vous demandais, il est où votre dos? Bah, personne, vous ne savez pas où il est votre dos. Vous savez qu'il est derrière, mais ce n'est pas une explication, ça. Vous voyez? Oui, mais ton Votre, dos, il faut votre- avoir conscience dans son dos, ça veut dire qu'il est quand même pressant quand tu respires. si je te demande où il est ton nombril, bah, tu vas regarder ton nombril, tu vas le voir et tu vas me dire il est là.
Toi, tu vas mettre le doigt dessus. Bon, mais si je te demande où elle est ta cinquième dorsale, bah, tu ne sais pas la situer. Oui, un Donc, peu plus parce que j'en ai cassé quelques-unes, mais voilà, ouais, normalement, ouais. non. Bon, alors tu la sens bien sûr, hein, mais ce que je veux dire, c'est que prendre conscience, ça ne veut rien dire au niveau de la compréhension. Prendre conscience, ça veut dire se rendre compte que. Et alors, qu'est-ce que tu utiliserais comme terme? Bah, se rendre compte que. Se Alors, on rendre va compte. alors une fois qu'on sait ce que c'est que qu'on l'a défini, prendre conscience, c'est se rendre compte que. Donc, c'est comme être attentif, quoi. Hein? Oui. Bah, Ouais. bah, être attentif te permet. Non, être attentif, ça vient avant. Ah, Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas te rendre compte de quelque chose. non, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Le terme prendre conscience, ça veut dire se rendre compte que. C'est le fameux Eureka. Ok, Ah, ok. c'est donc ça. Voilà, c'est ça, la conscience. Prendre conscience. Prendre conscience. D'accord? Et donc, la conscience, c'est l'ensemble de tous les Eureka qu'on peut avoir. Donc, je tiens à préciser ce terme parce que dans les cours de méditation, il y a des gens qui sont un peu perdus par cette notion de prendre conscience. Une fois qu'on a fait la gymnastique et qu'on est déjà aguerri, quand on dit prendre conscience, ça y est, on sait ce que c'est. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal de faire le lien avec ce terme de prendre conscience. Voilà. Donc, en fait, c'est tout simple, c'est se rendre compte que. Voilà. D'autres questions? Est-ce que l'audition était bonne aujourd'hui? Très bonne. Parfait. Alors, j'ai un casque et un micro tout neuf. Juste quand tu tousses, tu dois t'éloigner un peu de l'ordinateur et après d'un ton un peu moins fort, mais c'est très bon. Non, bah, la prochaine fois, je sortirai de la pièce. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Jacques. C'est la première fois que j'assiste à ce cours Oui, et c'est très clair pour moi. Voilà, merci. je suis Chantal et Chantal comment? Chantal Etave. Ah oui, d'accord. Bon, ben merci beaucoup. Et Tu le mets dans les oreilles. le schéma qui est présentement sur l'écran Oui, euh, me rappelle, comment dire, rejoint ce que je connais au niveau de la structuration de ces différents champs. Euh, voilà. C'est- ça n'a rien de nouveau, hein. Simplement, Pour moi, ça me convient bien, oui. oui, oui. Et surtout les trois étages, euh, les trois centres, Oui, les trois étages. voilà. Ça, Non, c'était ouais, pour faire l'analogie entre ce que ce médecin avait démontré, je dirais de façon rationnelle et non pas de façon ésotérique. ouais. Euh, voilà. Jusqu'à présent, Mais c'est très clair ça, hein, ouais. c'était dit de façon ésotérique, hein, Mm. puisque les textes hindous ou chinois, il y a pas de. L'anatomie, c'est très rudimentaire, hein. Donc, ils ont découvert ça, je pense, par la méditation, mais les descriptions anatomiques, il n'y a pas de description anatomique comme on le fait dans la médecine traditionnelle occidentale. Et donc, ce médecin, lui, il a fait le lien entre la description ésotérique des chakras Oui, et avec cette notion de prise de conscience. Donc, voilà, le centre de la conscience, voilà, avec trois centres qui se divisent avec des. Voilà. Donc, il y a une analogie avec les chakras. C'était ça que je voulais vous montrer. mm. Et avec, c'est surtout, alors, Avec les trois étages du Maghreb aussi. tout à fait. Voilà. Et moi, ça me parle beaucoup, hein. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, il y a une grande analogie. Mm. Alors, son étude au niveau des diaphragmes ici est un peu plus complexe et un peu plus poussée. J'ai pas eu le temps de retrouver le développement de son explication, hein. Mais en fait, c'est-à-dire que tout ce que l'on perçoit, tout ce dont on se rend compte, en fait, c'est ça la conscience. C'est se rendre compte que, donc, par exemple, dans la méditation, quand on vous demande de faire circuler l'énergie du centre couronne vers le bas, c'est de vous rendre compte que. Donc, c'est de l'attention, de l'observation,
La présence, moi je dirais aussi. Non, La, oui, la présence A. oui. Moi, je dis c'est observation, parce que l'observation fait appel à tous les sens. Donc, enfin, bon, après, moi, je Ben, préfère ce terme-là. Je préfère. dans la présence, il y a tout qui est en ouverture. Oui, mais la présence n'inclut pas l'observation. Enfin, l'observation, c'est plus direct, enfin, à mon sens, hein, c'est plus direct, c'est plus, oui, plus direct comme façon d'expliquer les choses. Parce que observer, c'est vraiment, être observé, c'est être aux aguets. Être présent, bah oui, je suis présent. Les gens, ils ont tellement l'habitude d'être présents. Donc c'est pour ça que je prends le terme Non. d'observation. Ah bon? Ils ont l'habitude d'être présents? Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas Non, grave. non, ils ont l'habitude d'être présents. Bon, aujourd'hui, je vais faire l'appel. Qui est-ce qui est présent? Bah, tout le monde est présent. Vous voyez, Ah oui, mais c'est pas dans ce sens Oui, de oui. présence. C'est pas c'est le pour, sens. voilà, c'est pour ça que je prends pas le mot de présence. D'accord. Présence, pour moi, c'est pas un mot assez direct. C'est le mot observation, c'est notamment avec le sens principal de la vision, parce que la vision comporte quasiment tous les sens. Donc, c'est la vision, bien sûr, l'audition. Donc, c'est vraiment, et j'appelle ce que j'appelle, moi, la pure observation. Donc, l'observation, si tu commences à penser, c'est que tu n'observes pas. Si tu commences à analyser ce que tu fais, c'est que tu n'observes pas. Observer, c'est juste être devant un mur blanc, puis le regarder. Être là, ouais, c'est la présence pour moi, c'est ça. C'est la même chose. Jean-Jacques? On est d'accord. Non, mais être, ça, c'est une description, à mon sens, qui est philosophique ou psychologique. C'est pas, comment dire, c'est pas, Être présent, c'est pas philosophique. Jean-Jacques? ouais, c'est pas assez direct pour moi. Jean-Jacques? Ça fait 40 ans que je découvre. Et le jour où j'ai utilisé ce langage de pure observation, en l'espace de 2 minutes, les gens, ils ont pigé, ça va plus vite. Ça leur évite parce que le nombre de gens qui ont fait des cours de yoga pendant 1 an avant de comprendre ce que c'était que l'observation et la conscience, c'est en 5 minutes, ça s'explique, hein, et ça évite de, comment dire. Pour moi, c'est plus pratique, c'est plus. Jean-Jacques? Guyane, je t'écoute, vas-y. Oui, puisque dans le prendre conscience, dans le conscience, il y a le temps présent qui est le plus important. Si tu n'es pas dans le temps présent, donc tu observes, c'est du passé, c'est ton souvenir. Oui, mais je suis d'accord. On est en train de jouer sur les mots, si tu veux. Oui, non, mais tu sais, pour être conscient, il faut être au temps présent. Oui, exactement. Si tu n'es pas au temps présent, tu observes, mais c'est peut-être observe dans ta mémoire seulement, pas avec le temps présent là. Non. Oui. Enfin, Dans l'observation, pour moi, il y a comme un décalage. non, C'est non. pas... Moi, je dis la pure observation. Oui, là, oui, je sais que c'est la pure observation. La pure observation. Ne rien faire d'autre que d'observer. Si Oui. tu fais autre chose que d'observer, c'est que tu es dans le passé, dans le futur. Oui. Au futur, au passé là. Oui, oui. Non, non, donc c'est pour ça que je dis la pure observation. Voilà. Et la pure observation, c'est être là et observer, ne rien faire d'autre. Alors, comment on fait pour dévier l'observation? Bah, tu vas commencer à regarder ta respiration, à regarder que ça te chatouille, ou à regarder. Tu fais autre chose que d'observer. Tu essaies de modifier, de penser, d'avoir une considération. Par exemple, ta respiration s'accélère. Tu es en train de te dire, ah, ma respiration s'accélère. Bah, c'est que tu n'observes plus. Donc, observer, ça se fait vraiment au niveau du centre émotionnel et non pas au niveau des organes périphériques. Jean-Jacques, il y a encore Oui. une chose. Lorsqu'on dit que observer, comme tu as dit, c'est tout à fait dans l'observation, ça veut dire je sais seulement. C'est le savoir au moment présent. Je sais. Par exemple, je respire, je sais que je respire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est long ou non, ou là, ou fort, ou quoi. Il n'y a pas seulement l'observer en sens pur, comme tu dis. Voilà. Quand on observe, il n'y a pas de parole. Il y a Pas de parole, pas de comparaison, pas de, pas de réaction. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis pure observation, parce que ça passe par les sens. Oui, ça passe par les sens. Les 6 sens.
Voilà. Surtout par réaction, là. Voilà. Par les réflexions, Voilà. par les réactions, c'est tout. Alors, après quelqu'un qui est bien entraîné à la méditation et qui a compris ce que c'était, après qu'on puisse utiliser le mot de présence, voilà, on est d'accord sur le fonctionnement, hein. Oui, Mais oui, au oui. niveau de l'enseignement, pour moi, c'est vraiment ce terme de pure observation. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de vous mettre devant un mur. Moi, je l'ai fait en tant que peintre. Vous mettez devant un mur blanc. Donc, il faut que le mur soit vraiment assez grand pour pas qu'il y ait d'objets qui vous dérangent. Vous mettez devant un mur blanc, puis vous restez à méditer, c'est-à-dire à respirer, comme en méditation habituelle, et vous regardez le mur blanc. Puis vous faites rien d'autre. Et à un moment donné, je peux vous dire que vous allez avoir un tableau qui va jaillir du mur comme jamais il a pu jaillir. Mais ça prend du temps, là. Mais Ça prend. quel genre de tableau? Ah bah écoute, moi j'ai appris cet exercice de la part de Dali. C'est Dali. Ah, ça m'intéresse bien, ça, parce que moi aussi, je fais la peinture. Ah bah écoute, fais l'exercice, hein. Tu te mets Et devant avec les yeux ouverts? les yeux ouverts, oui, oui. Et tu Ah vas ouais, voir, ben je vais. au Ouais. début, tu vas te dire, alors moi ça m'a demandé, j'ai fait l'exercice, ça peut aller entre une demi-heure et 1 heure, hein. Oui, Et donc tu médites les yeux ouverts, tu regardes le mur, et à un moment donné, tu vas voir, ça va gamberger. Et là, tu vas te rendre compte que tu fais autre chose que d'observer. Observer, c'est entièrement neutre, il ne se passe rien, tu regardes. oui, Voilà, oui. tu comprends? Je comprends ça. Je Voilà. comprends. Ah. Et tu verras que c'est à ce moment-là, bien sûr, que si tu observes réellement, bien sûr que tu vas t'apercevoir que tu es dans le présent, tu es ici maintenant. Tu vois? Ah, Hein? d'accord. Mhm, D'accord. mhm. Mais si Merci. tu dis à quelqu'un qui commence à faire de la méditation d'être présent, il a tellement l'habitude de répondre oui, monsieur, je suis présent. Tu vois, c'est pas clair dans la façon d'enseigner, je veux dire. Voilà. C'est dans la façon d'enseigner. Oui, oui, je comprends. Super. Voilà. Mhm. Donc, je suis en train de préparer un PDF là sur la façon de la technique respiratoire dans la méditation, mais j'ai perdu mon PDF, j'ai dû l'effacer en cours de route. J'avais passé 2 heures dessus et puis je l'ai effacé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question parce que ça fait pas longtemps que je suis les cours euh, voilà proposés Oui, et donc moi j'ai construit mon premier magrave il y a une dizaine de jours oui, et là tu as parlé de la respiration, oui, de la méditation oui. et est-ce que Monsieur Kesh comment dire, il recommande cette Alors, pratique, pratique de pour l'instant, méditation. il n'en a pas parlé, mais je ne me souviens pas avoir vu un cours où il en parle. Par contre, il a donné son agrément, me semble-t-il, donc à ce qu'on appelle les ateliers de résonance. Donc, c'est des ateliers qu'on fait le jeudi en tout Oui, premier, 6h30. Hein. Donc, c'est des ateliers, on les appelle résonance. Euh, je dirais que c'est une forme de ressemblance avec la méditation telle que la pratique en yoga ou en qigong, par exemple. Voilà. Mais ça me semble être en raccourci. Il n'y a pas pour l'instant, j'ai pas vu d'unité de Non. fonctionnement et de cours dans la Jean-Jacques, technique. Oui, oui, je crois que Monsieur Kesh, il a, comment on dit, il est, lorsqu'on dit la méditation, il est un peu, comment on dit, un peu contre. excité là. Il ne Ouais, veut ouais, pas écouter le mot méditation. ouais, Méditation. ouais, 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 ouais. Donc pour l'instant, c'est pas encore bien clair. Je sais qu'il y a un cours qui a été fait au niveau des étudiants de la fondation et que Monsieur Kesh accorde. C'est Parvis, le docteur Parvis qui est iranien aussi, et que bon, entre Monsieur Kesh et Parvis, il y a de grands liens d'amitié, et que voilà, c'est le docteur Parvis qui a fait ses premiers cours sur la résonance. Mais étant donné que c'est venu très tardivement ces cours et qu'il existe déjà d'autres cours sur Internet qu'on appelle des cours de résonance quantique, qui sont apparus il y a déjà 5 ou 6 ans. Donc j'ai l'impression, moi, que Monsieur Kesh que le docteur Parvis allait me faire ce type de cours. Et en fait, il a pris une voie qui ressemble plus à un raccourci de la méditation du Qigong. Voilà. d'accord.
Donc, tu sais, c'est parce qu'en méditation, il y a le Qigong, il y a la méditation yoga. Enfin, Il y a c'est plein de formes de méditation. voilà. Donc, Mm. voilà. Pour moi, la méditation il n'y a pas besoin de la réinventer, c'est celle du Qigong, hein. Il y a qu'en Qigong qu'on arrive à bouger les éléments. J'ai jamais vu un prof de yoga faire du Qigong, faire de la méditation et réussir à bouger une table. Donc, voilà. Après, la méditation transcendantale, enfin bref, c'est donc moi pour l'instant je préfère enseigner graduellement ce que j'appelle la méditation du Qigong, avec la grande circulation, la petite circulation, c'est toujours avec cette notion d'observation, de la façon de respirer. Mais il n'y a que ça, la respiration qui est importante. Ouais, il y a encore d'autres choses à travailler. C'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est à la fois simple et plus compliqué quand même. Mais déjà, comment dire, la respiration, la technique respiratoire et la façon de respirer, c'est très important, effectivement, pour être là. Notamment la respiration par la peau. Tant qu'on n'arrive pas à respirer par la peau, on ne peut pas progresser, à mon avis. Parce que rappelez-vous que c'est la peau qui permet de. C'est le deuxième poumon, la peau, et c'est le deuxième cerveau. Donc c'est la peau qui permet d'assurer l'assistance respiratoire des poumons. Et c'est elle qui permet, avec cette respiration, de prendre conscience de l'univers, en fait. Parce que la peau, c'est notre barrière. Ça serait bien que tu nous fasses un petit speech là-dessus, la Ouais, respiration. c'est sympathique parce que j'ai fait l'expérience récemment de la constellation d'étoiles. Oui. Ah bah, Et en Qigong alors. non, avec quelqu'un qui a construit un système avec des mains graves. Et donc, Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. et du coup, j'ai fait cette expérience. Donc, je me suis assise dans le fauteuil. Et puis, après quoi, 3, 4 minutes où j'avais des pensées qui allaient dans tous les sens, comme il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Et tout d'un coup, ça s'est calmé. Et puis, c'est comme si tout d'un coup tout changeait. J'avais plus d'organes, j'avais plus rien. J'avais plus de limites de peau, de corps, etc. Et j'étais vraiment partie prenante dans l'univers, quoi. Oui. Et c'était assez étonnant, quoi. Et j'ai Ouais. même senti que, alors qu'on m'avait pas expliqué ce que ça pouvait faire ou quoi que ce soit, hein. Oui, oui. Et je me suis dit, mais je suis en train de faire l'expérience de l'antigravité, c'est pas possible, quoi. Oui. Et t'avais combien de magraves autour de toi? Il y en avait 3 au sol et un au-dessus de la tête. Ah oui, d'accord. Et les magraves traditionnels avec les 3 bobines. Oui. D'accord. Oui, oui. Mais D'accord. celui qui a été au-dessus de la tête, il n'était pas pareil. Il n'était pas pareil. Mais il m'a dit, voilà, que ça pouvait faire la même chose. Alors, Donc, tu es assise dans une pyramide, là, on appelle ça. dans une Oui, pyramide. on peut dire ça. On peut Oui, dire Alors, ça. elle est assise dans une pyramide. C'est très, très fort, là. Oui. Alors, voilà. C'était l'expérience que j'ai faite. Et quand tu parlais euh, et tu étais assise dans la pyramide au sol? Tu Non, t'es pas. il a une dans base un fauteuil, triangulaire en bas. j'étais dans un Oui. fauteuil. Ah oui, Et il y avait 3 magraves qui étaient installés en triangle au oui, sol. oui. Oui, oui, je comprends, je comprends. Parce que normalement, dans la pyramide, il faut être aux 2 tiers de la pyramide. C'est ça, ouais. D'accord? Donc, c'est comme tu étais assise, tu étais à peu près, Oui, je certainement, pense. Ça tu doit étais à être. peu près au niveau de la chambre, ce qu'on appelle la chambre du roi, hein. Voilà. Tu aurais pu l'éviter jusqu'au centre. Ah oui, mais moi, je me suis sentie, il m'a dit, il nous avait dit, voilà, vous restez pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais je sentais que j'étais à 2 doigts de l'éviter, hein. Bien, merci pour ton expérience.
Ouais, c'était vraiment. Bah, Alors, alors, ouais. c'est ce qu'on est en train de faire dans le domaine médical, mais au lieu de le faire avec des bobines, on le fait avec des réacteurs dynamiques, c'est-à-dire des sphères. Je vais te remontrer l'image puisque tu viens d'arriver. Tu ne connais peut-être pas. Voilà ça. Je me douche. Oui, je me demandais ce que c'était Alors ce. ça, c'est ce qu'on appelle ce sont des sphères. Donc il y a trois sphères, les unes à l'intérieur des autres, avec trois ganses différents et un moteur ici en marron qui permet de Oui, faire. Donc ça fait tourner les sphères, hein. Comme d'accord. chaque sphère va tourner avec sa propre vitesse et avec la force centrifuge, l'eau plasma qui est à l'intérieur va se projeter vers l'extérieur de la sphère, vers la paroi de la sphère et acquérir une certaine force. Et donc, comme chaque sphère va avoir sa force différente, le champ qui est à l'intérieur des sphères va se répandre à l'extérieur, à la, Oui, voilà, hein. d'accord. Alors que si on a une sphère non immobile, le plasma reste confiné et donc il ne diffuse pas à Ah, l'extérieur. oui, Et oui, donc, oui, oui, oui. et donc on fait ce qu'on appelle des unités de santé, c'est-à-dire qu'on met trois sphères comme ça, on va en mettre une ici, on en met trois là-bas, en bas par exemple, et puis on en met une quatrième au-dessus de la tête. Donc ça remplace, si tu veux, les magraphes que toi tu as vus sous forme de bobine. Ouais, 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 d'accord. Mais Et là, c'est intéressant parce que on est en réplication des trois étages de conscience là. Tout à fait. Et je trouve ça très, très sympa, quoi, hein. Et ça ne, comment dire, ça, il n'y a pas besoin de se brancher au courant pour ça. oui, 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 tu es obligé. Il y Les, a besoin Oui, oui. non, nous, on est, enfin, nous, on n'est pas branché au courant, hein. Les réacteurs sont branchés sur des batteries de 12 volts pour Ah faire oui, tourner, d'accord. hein, pour faire tourner les moteurs, hein. Voilà. Ah voilà, oui, oui, oui. D'accord? D'accord. Hein, donc, la sphère que tu vois ici, je ne sais pas si tu vois ma souris là qui Oui, bouge. oui, oui, tout à Bon, fait. bah, donc la sphère ici, elle tourne. Celle qui Oui. est à l'intérieur tourne aussi. Et la toute petite qui est au centre tourne aussi. Ah oui, d'accord, D'accord? d'accord. Les trois Et donc sphères. ça crée un mouvement enfin, de champ Voilà, tout à pas fait. grave, Ça, quoi. Ouais, ouais. tout à fait, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Et ça, tu appelles ça comment? Des réacteurs dynamiques. Réacteur dynamique. Ah oui. Et donc la l'utilité, enfin à quoi ça sert? Tu m'as parlé Au de- lieu de faire des bobines pour obtenir les champs, on les fait avec le plasma qui est plus puissant que les bobines. D'accord. Oui, oui, très bien. Parce que là, on a vraiment on a quasiment le vrai plasma. Le vrai plasma, en fait, il est invisible. Donc Oui, là, donc quand on fait de l'eau, donc à l'intérieur, c'est de l'eau plasma. Donc c'est de l'eau qui oui, est fabriquée à partir des ganses, hein. oui, de l'eau de Ganse. Voilà, de l'eau de ganse. Mais avec Parce l'eau que de moi, je ganse, me demandais la différence entre l'eau de plasma et l'eau plasmatique. c'est la même chose, Ah, d'accord, hein. d'accord. Mais faites attention, c'est l'eau de plasma. L'eau plasma, il n'y a pas de gans. Et l'eau de gans, il y a de gans. Non, 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 Guyane, non, 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 ça c'est Non. non, non, Ah ben non, l'eau de Ganse, tu non, non, sépares non, quand même le Ganse de l'eau, tu laves. non, 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 ça c'est parce qu'il y en a toujours qui ont voulu être, à un moment donné, il y a 2 ans, quand le terme est apparu, euh, chacun a voulu mettre son petit grain de sel, apporter sa définition. C'est liquide plasma à l'origine. Donc le liquide plasma, c'est le plasma liquide. Après, il y en a qui ont dit, oui, mais c'est de l'eau. Alors, il y en a qui ont dit eau plasma. Ah, C'est la même chose, d'accord? Moi, je dirais qu'il y a le plasma, le gans matière, celui qui est au fond qu'on récupère, d'accord? oui, Et oui, au-dessus, quand ça a bien décanté, qu'on est sûr qu'il n'y a plus de particules au-dessus, c'est l'eau plasma ou le d'accord, plasma liquide, d'accord? d'accord. Voilà, c'est la même chose. Il y a pas 36 noms, il n'y en a qu'un. Alors, Bon, je voudrais une petite précision à niveau d'eau de gans que tu mets dans ces réacteurs. Oui. Alors, qu'est-ce que tu mets comme gans? Ah, alors il y a plusieurs types ça dépend si tu veux travailler dans le type d'énergie, dans l'alimentation, dans le domaine alimentaire ou dans le domaine des soins médicaux. D'accord, d'accord. mais par exemple, si tu voulais méditer, Méditer, moi je mettrais du ZNO, du calcium à l'extérieur, du gans de calcium, de l'eau plasma, pardon, calcium. oui,
je mettrai dans la deuxième sphère du zinc, du ZNO2. Et au centre, je mettrai du magnésium, de l'eau plasma magnésium. Au centre, Et à tu veux chaque dire fois, en ce haut, sont là. des eaux plasma que tu Oui, Des oui, eaux dis. oui. plasma, toujours des eaux Les, plasma, d'accord? les Là, vous magnésiums, allez, c'est celui qui est en haut au plafond, là. et là, vous allez reproduire le fonctionnement de l'âme ou le fonctionnement du Mhm. cerveau, si on veut rester dans le domaine physique. Le cerveau, vous avez la boîte crânienne, calcium. Ensuite, vous avez le zinc, le cerveau physique, les hémisphères cérébraux. Et au centre, vous avez l'âme, magnésium. Ok, donc calcium, ZNO Et ganse de magnésium. et magnésium. Mais et donc les trois, dans les trois du bas, tu mettrais calcium et Ah ZNO. non, 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 là, je parlais d'une seule sphère, hein. Voilà. Ah, tu parles d'unité le fer. D'accord. Alors, on peut faire en bas, je mettrai du CH3. Du charge 3 dans les trois. Alors, attends, parce que Il y a on va dire les trois sphères du bas et la sphère du haut. Tu vois, alors, pour là, bien dans se comprendre. comme alors là, on parle de sphères à trois sphères, hein, des Oui, oui, sphères de oui, trois. oui, 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 oui. Parce chaque sphère comprend trois sphères, d'accord? En fait, il y Donc, en a deux là-dedans, hein. Il y a un corps dedans et une à alors, l'intérieur. alors après, si on fait une sphère, au lieu de faire là ici, la sphère que je suis en train de montrer là, Attends, je on va, mets. on va considérer qu'elle n'a que deux sphères, une sphère Oui, extérieure et à l'intérieur une deuxième sphère. voilà, c'est ça. La troisième sphère va se faire par l'interaction Des des deux. deux. C'est-à-dire que Voilà, les deux. Ok, c'est pour avoir ça que tu appelles trois. Ok, ça il va roule. y avoir, normalement, dans la sphère qui est à l'intérieur, il va se créer un vide. Oui, oui, oui. Le vide qui devient la troisième sphère. D'accord, ok. On est Vu. d'accord? Oui, Donc, oui, parfait. donc, dans le réacteur, il n'y a que deux sphères. La sphère extérieure. Oui. Donc, si on prend les sphères du bas, on peut reproduire, par exemple, euh, après, c'est à expérimenter, hein. Donc, Oui, voilà, justement. donc, pour méditer, moi, je mettrais du CH3 tout en bas. Les Oui, trois. les trois. CH3 avec, dans la sphère centrale, je mettrais du ZNO. Centrale, bon, on parle toujours des sphères du bas, hein. Une sphère, voilà, si on prend une sphère, CH3 à l'extérieur C'est et non à ZNO, l'intérieur. et on fait trois sphères comme ça en bas. Oui. Et celle du haut, magnésium. Pardon. Et celle du haut, calcium à l'extérieur et magnésium au centre. Calcium et magnésium. Ok, ok. Et est-ce que tu les ferais tourner dans un sens ou dans l'autre? Aucune idée. Parce qu'on peut faire les deux. Aucune idée. Aucune idée. Voilà, ça c'est expérimenté aussi. Mais Pour ça, il y moi, a, il y a, il y a un cours pour. non, non, pour Non, l'instant, non. non, 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 Non. non. Là, si vous voulez, on est en train d'en parler là ce soir un petit peu à brûle pour point. Ah, d'accord. Mhm. D'accord? Pour l'instant, Ouais, ok. c'est les idées telles que je les ai comprises. Après, il faut les expérimenter. Moi, ce que je vous Ouais. propose, j'ai un cours de méditation que je vous ai préparé. Après, pour les gens qui ont l'habitude de méditer, il faudra que vous essayiez ça et de vous entraîner et de voir comment dire ce que ça donne. Je m'aperçois que j'ai fait une faute là, tiens. Euh, pour reproduire la structure du cerveau, j'étais en train de vous dire qu'on avait à l'extérieur le calcium, ensuite on avait le zinc, le ZNO, et ensuite au centre le magnésium. D'accord? Oui. Donc, est-ce qu'il serait possible de voir, pour ceux qui ont l'habitude de méditer en imaginant, donc c'est par convention, vous allez créer du calcium. Le calcium, c'est 40 de masse atomique. Oui. Vous allez imaginer, en méditant, d'imaginer le chiffre 40. Ok. Donc 40, ça voudra dire calcium, par convention. Oui. D'accord? Et vous allez imaginer que vous avez plein de petits chiffres 40 autour de votre tête. Ou D'accord. alors, vous allez imaginer plein de petits Ca. Ca, c'est calcium. Oui, oui. Donc, vous allez imaginer plein de petits Ca autour de votre tête. Ok. Et puis ensuite, quand vous aurez fait ça, donc vous allez avoir une sphère avec plein de petits Ca. Donc, vous les imaginez, hein, vous les inventez. Oui, bien Ça, sûr. Oui, oui, ne, oui. ne cherchez pas à visualiser, hein, vous les Non. inventez. Et ensuite, vous allez faire la même chose avec du Zn. Plein de petits Zn. Et puis, tous ces petits Zn, vous allez les mettre
à l'intérieur des calciums. D'accord. Et puis, si vous arrivez à les faire tourner, à s'agiter, c'est encore mieux. S'il y a des Alors, pinces, c'est bien. je vous expliquerai comment les faire tourner après. Et puis après, au centre, vous allez mettre du magnésium. Tout ça, c'est des ganses, hein, bien sûr. Donc, vous allez mettre plein de petits Mg au centre. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Alors, essayez de méditer avec ça. Donc, ne faites que ça comme exercice, hein, respiration. Puis, une fois que c'est lancé, après, bah, vous essayez de faire ça. Et puis, vous me Je direz ne ce que sens ça. pas encore de faire cette expérience-là. Parce que je ne suis pas encore assez dans les ganses, etc., etc. Mm. T'as pas besoin, hein. T'as pas Mm. besoin. Une fois que tu as compris, si tu veux, que le crâne était composé à l'extérieur de calcium, le calcium, du point de vue des champs magraves, va exercer une pression sur le zédéno qui constitue le cerveau, si tu veux. Et ensuite, le zédéno va exercer une pression au niveau du magnésium, qui se trouve tout à fait au centre. Donc, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est de recréer le fonctionnement des champs magraves au niveau du cerveau. Ah oui, 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 d'accord. D'accord? Donc, t'as pas Mm. besoin de, à la limite, tu n'as pas besoin de, même sans comprendre, si tu veux. Hein, c'est. Mm. Ouais, la seule chose, c'est que mon gaz de magnésium, je l'ai fait avec du métal, quoi. Donc, il faudrait que je le fasse avec. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien? Ah oui. Bon. Alors, j'ai tout. J'ai tous les ingrédients. Non, non, tu le fais directement avec le magnésium. Hein. Ok, ça roule. Hein. Voilà. Après, il y a d'autres exercices de méditation. Donc là, si vous voulez, là, en méditation, vous allez répliquer directement par votre intention le fonctionnement du corps humain. Exact. Oui, 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 Donc oui. vous ne passez plus par l'intermédiaire d'un magrave ou quoi que ce soit, puisque c'est vous le magrave. Ben Donc, oui. donc, votre intention, vous reconstituez, vous imaginez, une fois que vous allez réussir à respirer avec la peau, vous allez sentir votre peau qui commence à. On le sent vraiment, on sent vraiment que l'air traverse la peau. Hein. On appelle ça la respiration par les os. OS. Mm-mm. C'est un exercice de Qigong oui, qui s'appelle la respiration par les os. Et quand vous allez vraiment sentir que que l'air traverse la peau, eh bien, à ce moment-là, vous allez imaginer, avec l'intention, le CH3 qui vous environne. Ok. Voilà. Est-ce que vous Mm. avez d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Ok. Moi, je voulais savoir si vous avez une idée de personnes qui sont dans le Gard que Alors, le j'aimerais Gard, bien pouvoir rencontrer. alors, le Gard, c'est près de quelle ville, ça déjà? Euh, Alors, non, c'est pas ouais, tout. en fait, je suis à la Oui, limite entre le Gard et l'Hérault, à 45 kilomètres au nord de Montpellier. Montpellier, ah oui. Ah oui, d'accord. Non, à la prière. Alors, le seul atelier dans le sud, c'est celui de quiétude de Frédéric, avec Adil, Oui, etc., ouais, voilà, qui se trouve à Cahors. à Cahors, voilà, donc dans toute cette région-là. Maintenant, vers Montpellier, je ne sais pas. Il faudrait demander à Frédéric tout ce qui est dans le sud, je ne sais pas. Bah, je lui avais demandé, Moi, je suis très doué sur le plan théorique, construction, etc., mais tout ce qui est administratif, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y a pas un endroit où pouvoir trouver cette information-là. Si, je vais te la mettre dans. Mettez ça dans le chat si vous avez des infos. Je te mets ça dans le chat. Hein? Ah, super. Je l'ai là. Voilà. Ok, je te mets ça. Parce que moi, je n'ai pas de mémoire, mais j'ai plein de petites astuces à droite et à gauche pour. Ouais, moi, c'est pas mon truc, ça. Ah, est-ce qu'il y a tout là? Oui. Ok, on va. Voilà. Ah bah oui, mais ça, elle me l'a donné, mais il n'y a pas. Ouais. Ah, bon, alors sinon, il y avait quelqu'un qui avait fait des listes de ça, mais ça, c'était sur Facebook, ça aurait pas été bien. Mais si ça travaille dans mon cerveau et que je sors quelque chose, je te dirai au prochain cours. D'accord. Merci beaucoup.
De rien. Bon, D'accord. Allez, on clore. C'était super, merci beaucoup. Ouais, bon, eh ben, écoutez, je suis très content de ouais, votre attention et de ouais, vos sans questions fier. et que ça vous plaise. Yes. Oui, c'est très clair. Hein. Donc la Merci semaine beaucoup. prochaine, Merci on beaucoup. étudiera le système de la peau, Super. Hmm. même heure et toujours le samedi. Bien, bonne Allez, soirée à tous. allez, bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir Jean-Jacques, merci et bonsoir à tous. Bonsoir Ciao. Jean-Jacques, bonsoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ok. À bientôt.